On espère toujours dans le noir. On espère pas seulement parce que quelque chose cloche, mais parce que l'on se sent chuter, disparaître. Si l'espoir ne se pointe pas, il y aura extinction des feux. L'espoir est un sentiment fragile. Passion dangereuse pour les philosophes, il nous ferait, selon eux, renoncer au monde tel qu'il est, nous détournerait de la connaissance adéquate et nous emmènerait dans un monde illusoire et transformé. La philosophie, on le sait, n'aime pas les ombres, ni les chimères, ni les rêves. Pour Platon, ce qui définit l'espoir, c'est qu'il sera déçu. Ce que je veux essayer d'approcher avec vous ce matin dans cette zone, c'est cette zone, ce lieu qu'est l'espoir dans la psyché d'un sujet, une place fragile. J'insiste parce que généralement, lorsque l'on vient nous consulter, c'est que quelque chose de l'espoir a été touché, endommagé, fracturé. Le métier de psychologue, psychiatre, psychanalyste pourrait aussi se comprendre comme l'écoute de l'espoir, la lente transformation des formulations quant au possible, au clos. Pour désirer, il faut pouvoir croire que la matière de nos jours soit malléable, plastique, transformable. Il faut croire que l'on peut déformer une vie qui semble pour l'instant implacable, écrite, figée. Dans l'espoir, la question de l'attente est au cœur. Cette attente, je l'imagine comme un couloir, avec des stries de lumière, une image banale, qui marque la possibilité des métamorphoses des ombres, des contrastes saillants ou, au contraire, de l'obscurité qui met toute chose à la même place et indifféremment. L'espoir, c'est ce qui n'existe plus dans le discours mélancolique, qui, au contraire, marque la fin des bifurcations, des contingences, et inscrit chaque chose dans l'ordre d'une nécessité de plus en plus neutre et dissolvante. Jusqu'au suicide parfois, quand la tâche à la vie a cédé, quand il n'y avait plus aucun espace possible entre soi et l'extinction. L'espoir, c'est la possibilité du futur, l'advenue d'une nouvelle dimension qui s'esquisse, l'écriture autre de ce qui se passe maintenant. C'est la pensée d'un autre plan, incliné un peu différemment ou très différemment. À quels espoirs de nos patients pensons-nous quand nous y réfléchissons ? Sa douleur s'arrêtera-t-elle ? Son enfant pourra-t-il guérir ? Tombera-t-elle enceinte ? Pourra-t-elle quitter son mari violent ? Y arrivera-t-elle ? Je vais maintenant vous lire un passage d'Histoire de la nuit de Laurent Mauvigné sur lequel je vais m'appuyer pour le reste de mon texte. Il parle dans ce passage du personnage de Marion, qui est l'héroïne du livre. Et comment leur expliquer que, de toute façon, rien ne peut lui faire mal, parce que sa vie est morte, depuis ce jour où elle avait rencontré Denis trop tôt dans son adolescence, à peine sortie de l'enfance, parce que pendant des années, elle a vécu sous son ombre et dans la terreur. Est-ce qu'elles ont une idée de ce qu'est la terreur, quand l'idée de la peur la fait doucement rire ? Parce qu'avec la peur, il y a toujours l'idée qu'on peut s'en sortir. Et tant que cette issue est possible, ce n'est rien, rien. Quand la terreur, elle, impose chaque nuit le même mur infranchissable, chaque nuit le même enfer qui recommence. Fin de la citation. Qu'est-ce qui pousse un sujet, un jour, à voir autrement son présent ? Qu'est-ce qui un jour vient s'ajouter à ces représentations pour les étirer et se mettre à imaginer un nouveau mode, un nouveau rythme ? Qu'est-ce qui permet d'intercaler de nouvelles images, là où jusqu'ici le seul mot « enfer » semblait adéquat ? Si j'en viens aux enfers, c'est que l'espoir ne me semble jamais autant fragile, mais aussi décisif qu'à cet endroit-là, quand il s'attache avec le pire, quand il change le ton d'une couleur. Qu'est-ce qui un jour pousse cette femme, Marion, l'héroïne d'Histoire de la nuit, de Laurent Mauvigné, à franchir les frontières invisibles de sa cité, pour fuir la famille de son compagnon, Denis donc, alors incarcéré, mais qui la battait à mort, la violait et la torturait depuis des années. Malgré l'absence de son bourreau,
Les limites de sa vie semblaient définies, irréversibles, écrites. Un trajet qu'elle avait rêvé pendant des années et qui d'un coup devenait possible, faisable. Oui, elle le faisait. Son espoir devenait réalité. Phrase connue qui est toujours un moment de vertige, de déréalisation presque. Quand le fil que nous avions tendu avec ce futur, avec notre espoir, arrive et nous englobe dans sa contemporanéité. Alors, nous serions enfin devenus ce que nous espérions. Il n'y a plus d'écart entre l'utopie et l'accompli. Marion marche avec un sac léger pour ne pas éveiller les soupçons. Sans billet, elle prend un train, puis un deuxième, puis un troisième. Entre-temps, et enceinte de son bourreau, elle aura pris un McDo, boulevard de l'Hôpital, à l'abri. Son espoir continue à se réaliser. Elle trouve un compagnon, Fabrice Bergogne, paysan. Ils vivent dans un trou paumé, non loin de La Rochelle, dans un hameau, avec Ida, la fille de Marion que Bergogne a adoptée. Ils vivent tranquillement, jusqu'à ce que Denis et ses frères les retrouvent, une nuit, chez eux, ce qui est l'objet de ce livre puissant, qui étire cette question. Avait-elle raison d'espérer que sa vie soit autre? Peut-on espérer d'être sauvé quand on est déjà morte? Faut-il croire que le destin, un jour, ne s'acharne plus sur une vie et que cesse de résonner, je cite à nouveau, mais cette fois-ci Marion, ces mots à lui, crachés sur ce qui te reste d'illusion ou d'espoir, que ça s'arrange un jour, parce que pour lui, tu mérites de te traîner à genoux en demandant pardon et en avouant que tu n'es qu'une pute qui ne le refera plus. Fin de la citation. Histoire de la nuit, dont on peut entendre le titre comme histoire de nos nuits. Des nuits de nos existences si l'enfer les a traversées. Je parle de nos enfers intimes, quand le langage de l'autre nous a éclipsés, tabassés, a atteint notre attache fondamentale à la vie. Toutes ces histoires, celles de Marion, de nos patients, patientes, de nos amis éprouvés par la violence et qui doivent leur survie à cette trace interne de l'espoir qui ne recule pas, qui continue à les ancrer dans un autre champ, dans un autre ciel, à les envelopper d'autres mots. Il y a dans l'espoir un rapport au langage, aux mots qui peuvent d'un coup se mettre à scintiller et à nous déloger de nos nuits. Ce qui reste épargné, ce sont certains mots qui charrient encore une valeur d'existence. Pour Marion, ce sera jusqu'au bout Ida, le prénom de sa fille, le son du prénom de sa fille. Pour Robert Antelme, c'était celui de Marguerite Duras. Parce que les mots peuvent irradier, ils nous ouvrent en deux, projettent des images, ramènent des silhouettes, une voix, des corps puissants. Le silence se tient comme rempart face à des mots qui ouvriraient sur trop de nostalgie, de vie, de soleil justement, pour revenir à mon couloir du début. Je vais finir mon texte par une lecture de L'espèce humaine de Robert Antelme. Francis est revenu près de ma paillasse. Les autres dormaient. Une petite veilleuse qu'on avait posée sur un montant du lit faisait une tache jaunâtre dans le noir. Francis avait envie de parler de la mer. J'ai résisté. Le langage était une sorcellerie. La mer, l'eau, le soleil, quand le corps pourrissait, vous faisait suffoquer. C'était avec ces noms-là, comme avec le nom de M, qu'on risquait de ne plus vouloir faire un pas, ni se lever. Et on reculait le moment d'à parler, on le réservait toujours comme une ultime provision. Je savais que Francis, maigre et laid comme moi, pouvait s'halluciner et m'halluciner avec quelques mots. Il fallait garder ça. Pouvoir être son propre sorcier plus tard encore, quand on pourrait ne plus rien attendre du corps, ni de la volonté, quand on serait sûr qu'on ne reverrait jamais la mer. Mais tant que l'avenir était possible, il fallait se taire. Je vous remercie.